3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazichir est avec nous ce soir, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir David. Alexandre Ezès nous accompagne, stratégiste du groupe Richelieu. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et Xavier Chapard est à nos côtés, stratégiste chez LBP Asset Management, LBP AM. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Oui, petit point d'étape à quasi mi-année, mi-parcours de cette année 2025 sur les marchés. Xavier, alors on peut noter déjà que les indices actions, si on prend l'indice large MSCI All Country World Index, l'indice de plusieurs centaines voire milliers de valeurs cotées mondiales, cet indice-là refait des sommets historiques encore ces derniers jours et ces dernières heures. Oui, on est repassé au-dessus du point haut de février en dollars. Si on prend en monnaie locale, on n'y est pas encore, mais on s'approche. Donc on voit que il y a eu un retour d'optimisme depuis mi-avril qui a été assez fort. La question, c'est qu'est-ce qui se passe après. Nous, on pense que on pourrait osciller autour de ces niveaux-là, quoi. Il n'y a plus beaucoup de potentiel haussier. En même temps, les risques de correction qu'on avait connus avant les premiers reculs de Donald Trump, ils ont bien baissé, et donc ça justifie ce range, on va dire, assez haut des actions. On peut légitimer le fait, effectivement, que de grands indices actions, alors là, je citais l'indice MSCI World, mais des indices américains, des indices européens larges, aient refait des sommets ou soient revenus quasiment proches de leur sommet. C'est quelque chose qu'on peut justifier dans le contexte actuel de négociations commerciales qui, pour l'instant, n'ont pas abouti à grand-chose, de tensions permanentes, etc. Le marché s'est habitué à cette situation. Alors, oui. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que les bénéfices sont au plus haut historique aussi. Donc, vos valorisations, elles sont élevées, mais elles ne sont pas revenues au plus haut qu'on a eu pendant le Covid ou au début des années 2000. Donc, on est sur des niveaux tendus, mais tout dépend des perspectives de profit. Et là-dessus, on pense que cet été, il pourrait y avoir de la volatilité si on voit les données américaines notamment ralentir un peu plus nettement, ce qui est notre scénario. Maintenant, le scénario de grosse récession, comme ça, ce qu'on pouvait craindre il y a encore quelques mois, il est parti. Les risques extrêmes ont disparu quand même au cours des 2 derniers mois, pour dire les choses. Exactement. Donc c'est dangereux pour des investisseurs de ne pas être investis. En fait. Ouais, je comprends. Alexandre, les marchés et notamment les indices actions sont là où ils doivent être en termes de prix, en termes de valorisation, compte tenu des informations dont on dispose. C'est toujours la même question. Compte tenu des informations dont on dispose, c'est vrai que c'est un peu binaire parce qu'en fait personne ne sait vraiment comment vont aboutir les discussions commerciales. Alors entre zones, vous avez parlé des États-Unis, de l'Europe et même des pays émergents qui remontent bien. La Chine est à un plus haut, alors que finalement ce serait la principale victime de la guerre commerciale. On voit bien que la Chine n'est plus du tout celle qu'elle était en 2018-2019. Aux États-Unis, finalement, si on se place d'un côté européen, évidemment, on a la correction du dollar qui finalement fait la jonction, fait l'équilibre pour un investisseur européen, mais finalement pour un investisseur américain, il est globalement flat et finalement il gagne par rapport à sa devise qui est en train de baisser sur les autres marchés. Paradoxalement, le marché action, c'est peut-être le moins risqué que des 2 derniers mois. C'est avec une volatilité qui est assez basse par rapport à la volatilité qu'on peut avoir sur les taux d'intérêt ou sur les devises. Nous, on a une attitude assez prudente. On dit qu'il faut être un peu sous-investi parce que on l'a vu, l'annonce du Liberation Day a créé un remous. On a quand même des situations les marchés sont revenus au plus haut, donc effectivement, ça permet aussi des annonces un peu plus fracassantes de Donald Trump pour faire rebaisser le marché, puisque recréer des points d'entrée, quoi. Recréer des points d'entrée. C'est la stratégie. Évidemment, avec une situation quand même qui ne s'améliore pas. Pourquoi il n'y a pas de récession cette année aux États-Unis ? Le moratoire a fait que tout ce qui était mis en place et qui pouvait faire baisser l'économie américaine n'est plus là. En tout cas, c'est retardé. On a quand même un sujet sur la dégradation de l'économie américaine, mais on va voir comment les marchés vont le voir, parce que ça peut forcer aussi la Banque centrale américaine à baisser les taux. On a vraiment un problématique inflationniste, mais est-ce qu'on va être dans une situation en fin d'année de stagflation avec une inflation qui remonte et une économie américaine qui baisse, qui serait fondamentalement la pire situation pour les marchés américains? C'est pas encore joué. Il y a plus, c'est ça. Le scénario n'est plus du tout joué par le marché. Donc il y a quelques scénarios alternatifs qui sont très négatifs. 6100 sur le Standard & Poor's, ça sera difficile certainement d'aller au-delà de cette situation-là, sachant que ça a été principalement fait en termes de flux
par les retail, enfin les particuliers qui sont rentrés, qui achètent Donald Trump. Et on voit d'un point de vue des institutionnels, ce n'est pas du tout le cas. Alors qu'en Europe, c'est plutôt les institutionnels, voire même les non-résidents qui sont rentrés dans le marché. La structure de marché aux États-Unis a complètement changé au point que les investisseurs particuliers sont peut-être désormais parfois en avance de phase sur ce qu'il faut faire par rapport à des investisseurs plus aguerris ou professionnels. On pourra se poser la question. Sur les tarifs, Alexandre, vous dites c'est encore un sujet parce qu'on va suivre évidemment tout ce qui se passe à Londres, là, entre les Américains et les Chinois, demain peut-être ailleurs entre l'Europe et les États-Unis, mais on sent que le marché est beaucoup moins sensible à cette question. Tout a été intégré. Disons que le marché à un moment a pricé le pire des scénarios, 145%, etc. Donc la séquence début avril, la séquence, Liberation et là, Day. ce sera moins pire, en tout cas, on espère, mais on peut encore avoir une escalade dans la guerre commerciale à un moment entre les Chinois et les Américains. Alors, on a découvert quand même que les Américains étaient moins forts qu'ils ne paraissaient. C'est la vraie situation, et que finalement, le monde entier s'est un peu retourné contre les États-Unis, parce qu'à un moment, c'était le Canada, puis le Mexique, et puis après, c'est devenu. Puis finalement, il n'y a pas un pays qui a courbé les chines, peut-être un peu l'Angleterre, mais et encore, parce que rien n'a... Non, pour l'instant, rien n'est entré en vigueur, de ce que j'ai compris. Rien n'a du côté indien, les discussions commencent un peu à être un peu plus dures, alors qu'on pensait que les Indiens allaient finalement battre la coupe. Donc, Japon, Corée, qui sont des grands alliés, pour l'instant, il n'y a rien de particulier non plus. Rien n'est fait, et finalement, on voit l'épisode sur les terres rares, et on voit que les États-Unis sont beaucoup plus dépendants que ce qu'ils disaient, et donc, finalement, la bataille qu'ils avaient mis en place, est pas finalement en train d'être gagnée. Donc, c'est assez intéressant au niveau politique par rapport aux États-Unis, malgré une croissance qui est... Les choses sont beaucoup plus équilibrées que ces 2 années de surexceptionnalisme américain qui laissait assez peu de choix aux investisseurs au final. L'ensemble des flux se sont dirigés vers les États-Unis depuis quasiment la fin du Covid, et c'est vrai que c'est la fin de l'exceptionnalisme américain. Gilles, ce rebond du marché, là, 2 mois de rebond, c'est un rebond, légitime, soutenu par des fondamentaux d'entreprises qui restent des entreprises très agiles, avec des successions de crises face auxquelles elles sont capables de s'adapter, peut-être mieux aujourd'hui qu'elles ne pouvaient le faire il y a encore quelques années. Qu'est-ce que vous dites des niveaux de prix là qu'on observe ? Avec les cours qui ont remonté en intégrant les profits, mais également en intégrant l'évolution des taux longs, nous on est revenu à un rating sur le monde autour de 2/10. D'accord. Venant de sur le monde, on est au plus bas, on devait être autour de 3,5-4. D'accord. Et 2/10, ça, c'est cohérent avec des évolutions ultérieures moyennes, légèrement positives encore, mais très légèrement positive, seulement, donc autour de 0 au global. Par contre, avec une très très grande dichotomie entre marchés émergents et Chine, où on continue en particulier d'avoir des très bons ratings et ça performe très bien, par opposition aux pays développés, ou au global, et en particulier les États-Unis, où là on est autour de 1/10 dans sa globalité. Donc là, le marché américain nous paraît potentiellement à nouveau fragile à un épisode de mauvaises nouvelles. Dès qu'on revient au sommet sur ce marché américain, on se retrouve dans une situation plus précaire. À court terme, on peut continuer de penser que la Chine, l'Inde, mais aussi certains marchés de l'ASEAN, on a tendance à l'oublier, c'est la moitié de la population chinoise, l'ASEAN, et c'est une croissance de la population très supérieure, et la Chine n'est pas uniquement dépendante des États-Unis ou de l'Europe. Et c'est un trend, c'est une tendance, c'est quelque chose de lourd qui est en train de se mettre en place. Là, si on essaye de regarder un peu au-delà du mois ou de la semaine ou du mois, c'est quelque chose qui peut accompagner les marchés pendant quelques temps. Alors, le rattrapage des émergents. Oui, le rattrapage des émergents, sans doute. À notre avis, le couple risk-return est tilté, à notre avis, en faveur de beaucoup d'émergents par rapport aux États-Unis ou la zone euro ou l'Europe en règle générale, qui est en décélération démographique et qui a d'énormes problèmes d'endettement comparé à beaucoup de marchés émergents. Il ne faut pas oublier que les marchés au sens large n'avaient historiquement été beaucoup moins, à juste titre, beaucoup plus regardants sur les marchés émergents en termes de discipline financière, d'endettement, que par rapport aux marchés développés. Et il s'en est suivi ce qui s'est suivi, c'est-à-dire
en France en particulier, mais on est représentatif d'une partie des pays développés, mais d'une partie seulement, des pays développés dont l'évolution n'est pas extraordinaire. Il faut de plus en plus de dettes, si on regarde à horizon de plusieurs décennies, plus en plus d'endettement pour avoir de moins en moins de croissance du PIB. Oui. Et on a beaucoup de pays émergents où les dépenses sociales sont beaucoup plus faibles, où il y a beaucoup moins de filets de sécurité, et où les acteurs économiques sont beaucoup plus sensibles et donc réactifs aux évolutions des cycles. Alors c'est moins confortable pour l'opinion publique. C'est moins confortable pour les gouvernements en place, bien évidemment, mais on peut se demander jusqu'où on peut acheter une espèce de paix sociale à crédit, et à crédit croissant dans certains pays développés. Ouais. Bon, sur les émergents, je veux bien qu'on en dise un mot. Pourquoi c'est le moment des émergents ? Pourquoi les marchés chinois performent aussi bien alors qu'on est quand même dans un moment de tension ou de négociation, mais quand même de tension commerciale assez fort. Et est-ce que c'est une tendance qui peut se prolonger, Xavier ? Alors pour moi, je mettrais à part la Chine. D'accord. Sur les émergents, il y a quand même deux gros drivers. C'est les valorisations, c'est les seuls qui sont pas très très chers en fait en termes de marché action. Et la deuxième chose, c'est la baisse du dollar. Bien sûr. Oui, mais ça redonne énormément de marge de manœuvre aux banques centrales émergentes et aux entreprises émergentes. Donc ça, c'est vraiment les deux facteurs qui nous font aussi surpondérer les émergents dans la seconde partie de l'année, là, par rapport que ça soit et aux US et à l'Europe, en fait. Bon. C'est un peu cher. Sur la Chine, on aime bien aussi, parce que en termes de valorisation, là aussi, c'est pas très cher. Et puis, il y a aussi cette volonté de stabiliser l'économie et montrer qu'on est capable de résister à Donald Trump. Donc, en fait, c'est un peu décorrélant, on va dire, par rapport à tout le reste du monde qui dépend de Donald Trump. Par rapport au Trump Trade, quoi. Oui, voilà. Que ce soit le Taco Trade ou le Trump Trade originel. Dans un sens ou dans l'autre. C'est ça. Là, on a plus d'histoires domestiques. Ça veut dire que l'histoire émergente, elle se fonde sur l'idée d'une poursuite de la dépréciation du dollar, Xavier ? Oui. Mais à horizon... Cette histoire n'est pas finie. Non. Pour nous, le dollar, il était surévalué de 25% à cause ou grâce à l'exceptionnalisme américain depuis 2 ans. On a perdu 5-10%. On peut encore en perdre largement 15-20%. Pas tout de suite, en graduel, quoi. C'est quelque chose qui se fait sur longue période, un cycle de baisse du dollar ou de dépréciation du dollar, ça se joue quand même sur... Modulo ce qu'annoncera Trump à chaque fois, mais normalement, oui, ça peut mettre 5 ans, et généralement, ça se fait par marche d'escalier, quoi. Donc, on a eu déjà une grosse un décrochage. Voilà, un décrochage. Ouais. Là, on se stabilise plutôt autour de ça à court terme, surtout que la Fed risque d'attendre encore, donc aider à stabiliser le dollar un petit peu, mais la tendance pour nous de moyen terme, elle est engagée. Ouais. Et c'est une simple mécanique de dépréciation de la devise, ou est-ce que c'est plus profond que ça ? Est-ce que ce sont les piliers de la devise américaine qui sont sapés, fragilisés structurellement ? Il y a une question. On l'a vu avec la corrélation qu'on a eue entre l'appétit pour le risque et le dollar qui a changé tout ça, mais pour l'instant, pour nous, ça reste la soupape de sécurité, en fait, c'est le change. Ce qui réagit au risque géopolitique, normalement, c'est le change, et donc ça absorbe un petit peu... voilà, ça redonne un peu d'air à tout le monde d'avoir un dollar un peu plus faible, en fait, sauf à l'Europe. Et c'est pour ça malgré les bonnes perspectives à moyen terme de l'Europe, à court terme, on est un peu prudent parce que le rebond de l'euro a été assez fort. Et pour les actions européennes, ça renforce un peu, c'est un vent contraire aujourd'hui qu'il faut peut-être intégrer sur l'Europe. Poursuite de la mécanique de dépréciation du dollar. On parle bien de dépréciation du dollar, Alexandre, ou c'est quelque chose de plus grave et plus profond ? Non, c'est un mouvement de dépréciation du dollar. Le statut du dollar n'est pas remis en cause pour l'instant. Et en plus, c'est quand même une volonté de Donald Trump de faire fait partie des objectifs. Non, mais pour rétablir les déséquilibres sur les balances courantes, les balances budgétaires, les balances commerciales, on l'a vu en 83-84, les accords de Plaza, c'était effectivement tout le monde était d'accord, mais c'est la baisse du dollar qui permet de rééquilibrer, les comptes. Donc pour la stabilité, de toute manière, il vaut mieux un dollar beaucoup plus bas. Effectivement, certaines entreprises, alors ça favorise les émergents pour leur endettement, pour leur politique
politique budgétaire, ça c'est clair. Sur l'Europe, ce qui est assez impressionnant, c'est que alors que la Fed s'est arrêtée de baisser ses taux, nous on est à 8 baisses de taux, et finalement le dollar, l'euro s'est apprécié. L'euro monte, et on n'a jamais eu un écart. Enfin, on a quand même un écart de taux qui est quand même assez important, et qu'on peut imaginer que la prochaine phase, on voit qu'on est en zone euro, en tout cas à la fin des baisses de taux, on va peut-être avoir une, voire l'année prochaine 2, mais on voit pas comment on peut aller bien plus loin, alors que les États-Unis, eux, ils ont un boulevard pour baisser les taux si les États-Unis se dégradent. Donc il y a encore une marge d'escalier, en tout cas, pour aller chercher une dépréciation du dollar, du dollar en plus supplémentaire. Et ce qui, en termes d'effet richesse pour le ménage américain, ça sera $1 d'une certaine manière. Et c'est vraiment une volonté politique. Alors évidemment, on n'est pas comme dans les accords de Plaza où tout le monde se met d'accord. Non. Là, on voit bien que le mood du moment. Mais en tout cas, ça peut être une arme aussi de négociation et faire baisser, on va dire, de manière régulière le dollar pour retourner à 1,25 peut-être, ou à horizon 3-4 ans. Ça peut se faire sans encombre, et ça peut, d'une certaine manière, être un outil de négociation pour les tarifs douaniers. Vous baissez votre devise de 15% sur les tarifs douaniers, c'est à peu près, on va dire, équivalent. Ça, c'est $1. Ouais. Pas pour les entreprises, effectivement, européennes, où ça sera plus compliqué, mais l'Europe a quand même une marge de manœuvre, une politique monétaire qui va devenir incommodante. Et deuxième chose, les plans de relance, qui va rajouter quand même un peu de croissance. La Commission européenne estime que ça sera autour de 0,5% de croissance additionnelle jusqu'en 2028. C'est pas rien, puisqu'on n'est pas non plus sur des taux de croissance importants. Donc en pourcentage, ça fait beaucoup, et ça peut et donc l'Europe peut largement se satisfaire de ça, malgré un dollar beaucoup plus faible. Et puis le niveau de l'euro-dollar, c'est aussi ce qui ouvre des marges de manœuvre à la BCE sur le front de l'inflation. Si demain il fallait agir parce qu'un nouveau choc externe se matérialisait ou autre, on est à la fin d'un cycle, mais il y aura d'autres cycles et il y aura d'autres crises à traiter pour la Banque centrale européenne. C'est vrai que certains gouverneurs commencent à dire qu'il pourrait avoir des goulots d'étranglement liés aux tarifs douaniers, que ça pourrait recréer de l'inflation. On ne sait pas trop. Le vrai sujet en Europe, c'est de savoir si la politique de Trump va être inflationniste ou déflationniste. Ouais. Personne ne sait, académiquement, personne n'est d'accord. Effectivement, au niveau de la croissance, c'est moindre, et on peut imaginer que les entreprises s'adaptent, donc il y a une déflation qui se met, en tout cas une désinflation qui se met en place. Mais si on a commencé à avoir des goulots d'étranglement, on a vu sur les TRA, là, la situation n'est pas la même. Donc pour l'Europe, il vaut mieux un euro fort, même si pour les entreprises, c'est un peu un cas défavorable. Bon, 1,14, ça reste. Mais ça reste. On a connu un 1,50, un 1,60. On pensait que ça allait être sous la parité à un moment. Le problème, c'est pas le 1,14, c'est de passer de 1,08 à 1,08 à 1,14 en un trimestre. Ouais. Et on a eu des surprises positives sur les profits au T1, c'est en partie parce que l'euro était faible jusque-là. J'entends. C'est juste, je parlais plus en termes de vitesse de mouvement, quoi. Voilà, et du coup de surprise sur les profits des entreprises. Mais une inflation à 1,6 l'année prochaine, tout le monde signe, hein, finalement, et grâce au change et un pétrole plus faible. Bon, sur la mécanique du dollar, c'est quand même l'actif que tout le monde regarde aujourd'hui et qui guide beaucoup des autres mouvements de marché, hein, effectivement. Il faut regarder les performances aussi. Alors, soit on les regarde en devise locale, soit on les regarde en dollars. Mais là, pour le coup, il y a vraiment un paysage très différent, ou qu'on regarde en dollars, ou qu'on regarde en devise locale. Hein. Et c'était le cas également avant, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que la hausse du dollar flattait énormément les performances des marchés américains pour les non-résidents, pour les gens US. Et on a corriger la devise, les marchés européens n'étaient pas tant à la peine que ça. On a souvent tendance à ne pas corriger des devises, alors qu'il faudrait le faire vraiment sur la durée. Le dollar, en effet, paraît potentiellement un peu faible en perspective à court terme. Les parités de pouvoir d'achat, ça a déjà été mentionné. Alors on peut discuter les calculs, voir quel type d'indice il faut, etc. Mais il suffit de voir le nombre de touristes américains à Paris ou de voir le coût de la vie à New York quand on va se balader, quand on a la chance de pouvoir se balader, ou quand sa profession nous y envoie, pour se rendre compte qu'il y a un sujet de différentiel de pouvoir d'achat toujours aujourd'hui. En plus de ça, il y a le déficit. Il faut financer ce déficit, l'endettement est déjà élevé et évidemment la planche à billets est beaucoup plus simple aux États-Unis que par exemple pour la Grèce.
il y a quelques années. Mais reste que on est à une situation de plein emploi et on reste à des niveaux de déficit Bien sûr. qui sont très élevés. La situation n'est pas complètement incomparable avec la française, de ce point de vue-là. Et tous les pays développés ne sont pas dans le même cas de figure. Et nous avons tendance à privilégier la part des pays développés où tout est en ordre, relativement parlant, et pas seulement les finances publiques. Le monde AAA, comme vous l'appelez. Voilà, AAA+, parce que c'est pas un sujet d'agence de rating, c'est un sujet de qualité pour l'actionnaire à long terme. Et non pas pour le créditeur, ce qui est très 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 différent. Et avec une batterie de critères aussi pour les identifier, et ce sont des marchés qui font mieux sur la durée et qui sont moins volatiles et moins risqués en matière de drawdown que les marchés les moins bien lotis au sein des pays développés. Bon, du point de vue européen, la France commence à faire figure d'exception, puisqu'on voit que même à la périphérie, après un épisode de crise majeure il y a une dizaine d'années, un peu plus, on voit des pays comme l'Italie, la Grèce, le Portugal, qui sont en surplus primaire aujourd'hui, qui ont mis de l'ordre, comme vous le disiez vous-même, Gilles. Je ne sais pas s'ils changent de statut pour autant, mais... Pas encore avec notre façon de rater les choses, qui est très moyen terme. Mais oui. Mais en dynamique, en tout cas. En dynamique, il n'y a aucun doute. Et au même titre que la France, sur les 40 ou 50 dernières années, a vu cette situation se dégrader relativement fortement, y compris en PNB par habitant, y compris en taux de chômage structurel, sans compter tous les autres indicateurs économiques ou sociaux qu'on peut appliquer. Il y a on peut se dégrader, on peut s'améliorer à court terme ou à moyen terme. Et il n'y a pas de. Le côté positif des choses, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Oui. C'est pas un one-way trade, oui, ça peut changer. Exactement, dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce qui drive les taux obligataires aujourd'hui, justement, Xavier, notamment les parties longues ou très longues de courbe. C'est vrai, quand on se met à regarder la volatilité ou les mouvements sur des 30 ans, 40 ans même au Japon, on se dit mais le monde à 30 ans ne change pas comme ça en quelques jours ou quelques semaines. Il y a beaucoup de nervosité. Il y a eu beaucoup de nervosité, en tout cas. Il y a de la nervosité, il y a des éléments techniques, notamment au Japon. Le Japon, c'est pas un problème fondamental. Il y a de l'épargne. Il y a même un excédent d'épargne très important. Au Japon, c'est plus un problème technique. C'est que le marché était fermé vu que la Banque centrale achetait tout, ce qui était long. Et là, il faut rouvrir un marché, et donc c'est compliqué. Donc on repart à la découverte des prix, en fait. Oui. Et avec une exagération, en plus ça se fait au moment où les taux longs américains montent, et donc évidemment ça met la pression un peu à tout le monde, mais il n'y a pas de problème fondamental en Europe, peut-être à part la France. Mais c'est une question de prix, quoi. C'est une question de prix, il faut que ça s'ajuste, et c'est toujours un petit peu avec des exagérations. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de problèmes fondamentaux, ce qui n'est pas le cas des États-Unis ou du UK ou du Royaume-Uni, pardon, où là il y a un déséquilibre fondamental et donc il y a besoin de primes de risque beaucoup plus élevées tant qu'on n'a pas plus de visibilité sur la soutenabilité des finances publiques. Avec une insuffisance d'épargne, par exemple, dans le cas américain qui ne permet pas de couvrir les besoins en financement. Exactement. Si on prend l'ensemble des actifs américains à l'étranger moins ce que doivent les États-Unis à l'étranger, on est à moins 90% du PIB. Voilà. Au Royaume-Uni, on est à moins 30% du PIB. Donc il y a un vrai problème. Enfin, il faut attirer de l'épargne. Il y a une dépendance à l'épargne étrangère, et donc il y a une ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne ou du Japon. Les messages envoyés par le marché obligataire aux États-Unis dans cette phase en plus de négociations budgétaires au Congrès, ils ont été suffisants. Enfin, je veux dire, cette nervosité obligataire, cette vigilance obligataire, comme on l'appelle, c'est quelque chose qui est là pour durer. Nous, on pense que ça va rester volatile. D'accord. Le niveau des taux 10 ans paraît raisonnable aujourd'hui, à 4,50. On ne voit pas pourquoi ça devrait aller beaucoup plus haut. Mais ça intègre un déficit qui ne se réduit pas sous la mandature Trump, par exemple. Exactement. D'accord. Et qui se réduit pas, mais qui se creuse pas non plus, parce qu'en fait, il y a les droits de douane qui viennent compenser. Donc, on reste avec un déficit aux alentours de 6,5% du PIB. Ce qui est énorme pour un pays qui est en plein emploi. 4,55 sur le 10 ans américain, c'est le prix. Tant que la Fed est crédible. Moi, ma question, ça va être l'année prochaine, avec la fin du mandat de Powell, parce qu'en fait, le gendarme, c'est la Fed. Aujourd'hui, qui maintient les taux plus élevés et donc qui rassure le marché, en tout cas, en ancrant. Le statu quo de la Fed, c'est un garde-fou déjà. Exactement. Important.
Alors, si ça s'est remis en question, là, on passe dans un autre univers. Ouais. Que ça soit en termes de dépréciation du dollar, où là, on sera plutôt en dévaluation, si c'était remis en cause, et en termes de taux long. Mais c'est un gros problème pour l'économie américaine, parce que l'économie américaine, elle se refinance à long terme. Même le privé, enfin, même les mortgages, même les entreprises. Donc, c'est pour ça que la Fed a un mandat d'un peu stabiliser les taux longs. Tant que la Fed est crédible, ça va. Ouais. Donc la Fed dirigée par Powell, qui ne sera plus le président de la Réserve fédérale américaine à partir de mars 2026. Printemps 26. Sachant que la phase de succession va démarrer avant. À partir du début de l'année prochaine. Et on imagine bien que les noms vont circuler, etc. C'est quelque chose. On va savamment entretenir la succession de Jérôme Powell. Parce qu'on a beaucoup parlé des reculs sur les tarifs de Trump, mais il y a eu un recul aussi sur la pression mise à Powell qui a été très important pour stabiliser les choses. Voilà, surtout sur les marchés. Cette phrase, je vais pas le licencier. Après avoir dit que le plus tôt il partirait, le mieux ce serait. Voilà. Ça a effectivement calmé un peu les marchés. D'ailleurs, un des successeurs potentiels, Kevin Walsh, avait été le premier à défendre Powell. C'est vrai que on disait que finalement Powell ancre les taux et ils peuvent pas tellement baisser, mais c'est aussi grâce à lui qu'ils ne baissent pas trop, parce qu'on imagine que s'il baissait les taux, il y aurait des dynamiques inflationnistes très fortes. Il y a quand même s'envoleraient, les taux longs s'envoleraient. Donc le prochain, la courbe est déjà assez pentue, mais en pontification, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc pour l'instant, tant que Powell est là, ça bouge pas véritablement. On est entre 4,25 et 4,75 et il n'y a pas de risque systémique. Le vrai enjeu, ça va être effectivement le prochain président avec un Trump, parce que il y a eu beaucoup d'endettement du Trésor américain sur le court terme quand même. Hein. Donc mais il faudrait mettre sur du long maintenant. Il faudrait mettre sur de long et donc il y a une pression qui va se faire. Le vrai changement, je trouve, on parlait notamment du Japon. Il y a quand même un changement structurel, c'est que le Japon avec ses taux très bas pendant très longtemps a été la devise de carry et surtout une encre à la baisse des taux au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui retenait à chaque fois. Là, c'est plus le cas. On a le 30 ans japonais qui est au niveau du 30 ans allemand. On est dans un monde... Il y a quelque chose qui a lâché là aussi. Le marché japonais était fermé, mais il n'empêche que, donc parce qu'on n'avait pas d'investisseurs sur la tête japonaise non résidents, mais il permettait, comme les fonds de pension, le grand fonds de pension japonais, de se financer en yens pour investir en dollars, en euros. Et là, c'est en train de changer. Donc, il faut trouver des sources de financement plus importantes, autres, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et c'est ce qui empêche les taux longs de trop baisser, Donc, c'est un monde complètement différent avec une devise. Peut-être que l'euro sera la devise de carry dans quelques années. Hein. C'est ce qu'un peu Christine Lagarde en parlait en tout cas en disant. La BNS va retourner en taux négatif. La Banque nationale suisse va sans doute retourner en taux négatif. Ce qui était impensable. Enfin, on disait que le monde des taux négatifs était fini. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, on va encore avoir des changements sur les taux d'intérêt avec une fragilité parce que les États ont plus de mal à se refinancer. En tout cas, à chaque fois, on va en tout cas être attentif. Le monde des taux négatifs n'est pas définitivement derrière nous. Ben non, on a la répression financière, c'est quelque chose qui, là aussi, qu'on va vite retrouver. Les États ont goûté au taux négatif. Il y a un moment, ils auraient envie d'y revenir. C'est assez magique, notamment pour s'endetter à long terme, des taux très faibles. On a quand même des financements sur le réarmement en Europe qui vont être abyssaux. Il va bien falloir les financer. Alors bon, on enlève du pacte de stabilité, c'est très bien, mais il y a un moment, il va bien falloir les rembourser quand même s'ils sont dans une autre poche. Et donc, il vaut mieux que les taux d'endettement soient les plus faibles possibles, en tout cas que le taux réel soit quasiment... Ça tombe bien, le sujet de l'inflation en Europe a disparu. Il faut que le taux réel soit négatif. Il faut qu'en Europe, le taux réel soit négatif. Donc, normalement, c'est bon pour les actions, parce que si les taux réels restent négatifs, normalement, on doit avoir un souffle supplémentaire. Gilles, alors effectivement l'avenir de Jérôme Powell, on aura le temps de s'en préoccuper à nouveau, mais effectivement cette pression obligataire, elle est là pour rester. Est-ce qu'on commence à trouver quand même des points d'équilibre sur ces parties longues de courbe? On n'a pas recassé de sommet, en tout cas sur les parties longues de courbe américaines en l'occurrence. Non, mais si on regarde l'indice mondial des obligations d'État, il est quand même pas très bien orienté. On perd encore de l'argent si on détient du 10 ans américain depuis le 1er janvier. Oui, ou au niveau mondial. Oui. Donc ça, c'est un facteur d'inquiétude sur la tenue des marchés actions, parce qu'il y a quand même à moyen terme
une corrélation inverse qui s'explique par des raisons fondamentales, mais également par des raisons de flux d'investissement en faveur ou en défaveur de telle ou telle classe d'actifs. Parmi les autres signaux qui incitent également pour les pays développés à une forme de prudence, il y a la hausse du franc suisse, c'est ce que vous mentionnez en Suisse, une inflation négative, et la Suisse en est fait très intégrée économiquement parlant, à la zone euro. On peut la voir comme un proxy, oui. Après, la Suisse est structurellement déflationniste, bien sûr, de sa démographie, etc. Pour des tas de raisons. De sa productivité, par exemple. Mais donc ça, c'est un facteur d'inquiétude. Le private equity, un peu partout dans le monde, c'est également un facteur d'inquiétude. En France, on a des refinancements à avoir sur une dizaine ou une quinzaine de boîtes de private equity qui sont un petit peu surchargées en termes de dettes et dont l'activité n'était pas au rendez-vous des projections peut-être un peu optimistes qui avaient pu être faites au moment de la structuration de l'opération et des opérations de ces valeurs. Et ça, c'est assez généralisable au niveau mondial. Parmi les autres éléments liés au passage de taux zéro à des taux normaux, plus raisonnables, normaux, il y a également aux États-Unis les moins-values latentes sur le portefeuille d'obligations par les banques américaines, c'est 15% de leur capital. D'accord. C'est pas de plus-value latente. De moins-value latente, pardon. Moins-value latente, de perte latente. Quand vous détenez bien sûr. à zéro, et puis quand elles passent... Bien sûr. On les a payées au prix fort et elles valent un peu moins aujourd'hui. Et ça, on a plein de petits signaux comme ça de craquellement au niveau global, et c'est pour ça qu'il nous paraît qu'il faut être très discriminé, très discriminant, qu'il y a toujours des choses à faire et à acheter, à détenir à moyen terme sur le marché des actions, mais il faut vraiment aller en dessous des agrégats les plus larges. Ça va être un meilleur moment pour le marché obligataire américain, là, dans les prochains mois. Vous évoquiez tout à l'heure dans vos idées chez LBPM, Xavier, l'idée que l'économie américaine allait quand même, à un moment, marquer un vrai coup d'arrêt. Oui. Est-ce que ça va aider à la détente des taux longs ? Alors, c'est quoi la séquence pour vous, là ? Ce qu'on imagine, c'est que cet été, on commence à avoir des chiffres un peu plus négatifs. Mais sur l'emploi. Ce qu'on a eu vendredi, c'est pas un chiffre négatif. Non. Ah non, ça montre que ça tient encore. Il y a des signes là aussi de craquellement, mais globalement ça tient encore. Après, l'emploi, c'est un indicateur retardé. Certes. Donc on pense plutôt à l'inflation et l'emploi qui devraient aller dans des sens opposés sans que ça soit catastrophique, et qui mettent la pression quand même, et du coup une Fed qui serait en attente, ce qui peut créer un peu de volatilité cet été, avant de commencer à baisser les taux au T4. Quoi. Donc un délai de réaction de la Fed qui pourrait engendrer quelques turbulences quand même à un moment. Voilà. D'accord. C'était plutôt ça. Et une fin d'année qui est plus favorable si on a le point haut de l'inflation en vue. Si les tarifs s'arrêtent, là où on est. Quelques si, mais voilà, il y a quelques si bien sûr, mais voilà, on reste assez positif sur le moyen terme, sur l'été. Voilà, encore pas mal de. Il y aura peut-être un trou d'air à mettre à profit, mais en tout cas un trou d'air sur les actions cet été, toutes choses égales par ailleurs. Pour vous, c'est un point d'entrée. Et sur le marché obligataire, vous disiez du 4,55 sur le 10 ans américain, ça commence à se payer gentiment. On est neutre autour de ce taux-là. En fait, on joue vraiment le fait que ça soit dans un range. Et parce que le range, si on a des taux qui montent, on voit bien que l'administration américaine et même le Congrès reculent un peu sur les mesures les plus agressives et tout ça. Et si par contre, il n'y a pas de raison qu'on baisse beaucoup parce qu'il y a les primes de terme à remettre, un déficit élevé. Donc nous, on joue entre 4,25 et 4,75 des allers-retours. De fluctuations assez étroites, mine de rien. C'est plus l'amortisseur que ça a pu être tout à fait. le temps passé. Sur les positions de marché que vous aimez bien aujourd'hui, alors là on a parlé des grands marchés, mais je sais pas, est-ce qu'il y a des jokers, est-ce qu'il y a des marchés, on a évoqué les émergents. Chine, le yen. Appréciation du yen, donc. Oui, appréciation du yen. On n'est pas sûr du timing. Ce qu'on sait, c'est que le jour où ça s'enclenche, ça peut être violent. Assez violent. Et c'est un hedge sur une perte de crédibilité des US, tout ça. Donc voilà. Et sur le crédit, on reste sur du portage qui est pas encore sur le crédit de qualité qui nous paraît encore assez attractif.
Alexandre? Nous, on reste plutôt globalement prudent sur tous les actifs en dollars, que ce soit sur l'obligataire ou les actions, enfin en tout cas en relatif. Nos zones privilégiées elles sont les mêmes depuis plusieurs mois, c'est Europe et Chine. Sur l'Europe, on en a parlé, il y a quand même une visibilité monétaire. Et c'est quoi une manière de jouer l'Europe alors aujourd'hui, d'investir en Europe? Effectivement, alors on se pose beaucoup de questions sur les valeurs de la défense qui ont quand même beaucoup monté, mais sur les infrastructures, le secteur bancaire est quand même toujours. Ça fait 5 ans que ça surperforme. Assurance et banque, oui. Ouais. Il y a un boulevard. La distribution de crédit va se refaire. Il y a des refinancements à faire un peu de partout. C'est pas encore suracheté, c'est pas surpayé. Les plans de relance vont se faire aussi par les assureurs, par les banques. Enfin, il y a une visibilité qu'on n'a jamais vue. En plus, avec une courbe qui est pentue. Alors, certes, les taux baissent, mais une courbe qui est pentue qu'on n'a quand même pas vue depuis très longtemps. Donc c'est un cycle de 10 ans pour les banques. On a déjà fait 4-5 ans. Avec des valorisations. Et c'est toujours pas cher. Vous prenez des banques espagnoles, c'est vrai que le price to book, c'est 1 maintenant, alors que c'était 0,50. Donc ça se normalise, parce que normalement, on a connu dans les années 2000, c'était 1, quoi. Enfin, je veux dire, la situation était anormale avant. Sur l'échange, alors nous, on est quand même sur une position stratégique de baisse du dollar, donc même à 4,50, et on pense qu'on peut avoir un vrai risque à un moment de hausse. De réenvoler des taux longs. De réenvoler des taux longs qui vont avoir un impact, donc on préfère être complètement en dehors et capter plutôt encore la prime de risque sur l'Europe, sur l'obligataire, parce que nous, on pense qu'il y a une visibilité à la baisse des taux, qu'on peut avoir du 4-5% sur des durations un peu plus longues, et que quand les taux seront à 1,50, on sera bien content d'avoir eu du 4,5%. D'avoir verrouillé ça. D'avoir verrouillé ça. Donc, l'allocation d'actifs, elle est assez claire pour nous depuis quelques mois. Pour l'instant, on ne change pas notre fusil d'épaule. Gilles, avec les modèles et les modèles d'equity GPS, là, qu'est-ce qui ressort? Alors 2 sur 10 pour les actions mondiales. Voilà, au niveau mondial, donc mais sous la surface. De très bons ratings sur la Chine, de belles espérances de gains encore sur l'Inde et sur d'autres pays émergents. Les États-Unis, c'est très faible, hein. On est autour de 1 et quelques. Donc c'est pas sûr d'un rendement positif là à 3 mois, quoi. En espérance de gain sur les États-Unis, non, on ne serait pas surpris d'une espérance de gain négative ou nulle, mais en plus avec une devise problématique. Oui. C'est vraiment pas, c'est pas extraordinairement intéressant. Alors après, quand on regarde aux États-Unis sous la surface, là encore, du marché dans sa globalité, et dans le monde entier, il y a quand même il y a 2 éléments positifs à moyen terme, mais à moyen terme seulement. Le premier, il est mondial, c'est le développement et la généralisation d'outils d'information artificielle, l'IA, agentique. Comment vous dites et le l'IA, reste, l'intelligence, comment vous dites? Moi, je parle d'information artificielle. Information artificielle. Et non pas d'intelligence artificielle. Et je pense qu'on comprend mieux ce que c'est si on utilise ce terme-là d'information artificielle. Et là, c'est des boulevards en termes de gains de productivité pour les entreprises. Même si on en parle tous les jours, le marché peut pas encore avoir mis le bon prix sur tout et toutes les sociétés qui vont en profiter. Probablement pas. Et il faut parler surtout des utilisateurs potentiels, hein, et pas seulement des promoteurs. Promoteurs, ils sont bien évalués, et puis il y a une concurrence qui est extraordinairement acharnée, qui rend, je dirais, pour un généraliste, l'observation des producteurs, que ce soit en manufacture de semi-conducteurs ou en software, c'est un petit peu compliqué. Par contre, les utilisateurs, là, les gains de productivité à venir à moyen terme sont absolument colossaux, et reste à voir si une partie de tout ça ne pourra pas être gardée par les actionnaires. Merci beaucoup, messieurs. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous, les invités de Planète Marché. Gilles Bazissière, le président d'Equity GPS, Alexandre Ezet, stratégiste du groupe Richelieu, et Xavier Chapard, stratégiste chez LBP AM.